Pascal Houillon, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau, ici à Saint-Ouen, en bordure du périphérique parisien. Donc 800 personnes à peu près dans ce bâtiment? Dans le bâtiment exact, oui, effectivement, il y a 800 personnes. Ouais. Parce que, bon, Sage, vous présidez Sage depuis 13 ans, vous êtes dans la société depuis 20 ans, Oui. Société britannique d'origine, mais multinationale. Oui, c'est une société multinationale. On est présent dans les majeures économies, dans les économies majeures, aux États-Unis, en Europe, Ouais. en Afrique du Sud, en Australie. Et on commence vraiment à développer l'Asie en ce moment. Côté à Londres, sur le FTSE 100, FTSE Oui, 100, FTSE 100, exactement. hein, l'équivalent de notre indice Depuis un peu plus d'une CAC. dizaine d'années, en fait. Ouais. Ouais. Donc grosse réussite, 16 000 personnes, chiffre d'affaires de combien On a fait un chiffre d'affaires de 1,7 milliard sur le dernier exercice qui s'est D'accord. clos en septembre 2009. Alors si on remonte justement l'historique, comment c'est né Sage finalement? Vraiment, la petite histoire au départ, c'est un imprimeur qui, dans les années fin 70, début 80, a voulu avoir un système d'information et il a embauché des personnes et ça lui a coûté très cher à l'époque. Ouais. Mais la société qu'il a embauchée a fait faillite. Et lui, il a dit, c'est pas possible, je fais 2-3% de marge dans mon business, j'arrive pas à faire faillite avec tout l'argent que vous m'avez pris, vous n'avez même pas réussi à faire vivre l'entreprise. Et donc, il a repris ça, il a dit, écoutez, moi, j'ai l'habitude de travailler avec des toutes petites marges. Donc, je peux me débrouiller dans ce métier. Donc je vais vous récupérer, vous allez venir, et puis l'investissement que j'ai fait, je vais essayer de le revendre. D'accord. Alors ça, c'est la toute petite histoire au départ. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Et donc c'était à Newcastle, dans le nord de l'Angleterre. Et petit à petit, la société s'est complètement développée avec un credo qui est de se dire, on va aller sur les PME, petite entreprise, moyenne entreprise, et on va vraiment focaliser sur le client et faire des produits pour les clients. Et petit à petit, ils ont réussi en Angleterre et ils sont allés racheter, début des années 90, un certain nombre d'acteurs dans d'autres pays. Avec toujours le même fondateur à la tête ou ça a évolué avec le temps? Alors malheureusement, le fondateur est décédé il y a un peu plus d'une dizaine d'années, mais il était resté présent dans l'entreprise? Il était resté présent pratiquement jusqu'au bout, il était chairman, et le directeur financier qui lui est arrivé quand il y avait une dizaine de personnes à l'époque, et l'actuel CEO. D'accord. Et donc une société plutôt à caractère familial pendant longtemps ou est-ce que ça avait été... Non, très vite, il y a eu besoin de capitaux, donc il y a des actionnaires qui sont venus et aujourd'hui, pratiquement, il n'y a que du flottant. D'accord. Donc à l'anglo-saxonne... À l'anglo-saxonne, complètement. Il y a quelques fonds de pension et de banques qui ont des actions, mais 100% de la société est en bourse. Donc si on prend les grandes strates, hein, naissance 70-80, 90 on commence à racheter et aller à l'étranger. Les années 2000, ça a marqué un tournant encore, j'imagine? Oui, c'est un tournant, puisque d'abord, il y a eu plusieurs chocs. Il y a eu... l'éclatement de la bulle? Auparavant, il y a eu tout l'avènement de Windows, après il y a eu l'an 2000. Pour les Européens, il y a eu l'euro. Donc il y a eu des phénomènes accélérateurs de l'équipement des PME. Puis après, il y a eu une vraie dépression derrière. C'est reparti en 2005. Il y a eu beaucoup de consolidation, parce que comme le marché a eu des à-coups, et que la croissance a été erratique, c'était beaucoup plus efficace d'aller racheter des sociétés plutôt que d'essayer de faire de la croissance organique et aller prendre des parts de marché en fait. Les parts de marché donnaient très très cher. Hein, vous pouvez les prendre quand le marché évolue, quand le marché décroît ou est stable. Il vaut mieux aller acheter des entreprises. C'est ce que l'on a fait. On a acheté beaucoup d'entreprises dans les années 2000. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit un peu aussi actuellement, hein, pour revenir à l'actualité, dans le secteur de la technologie, où on voit qu'il y a des OPA qui redistribuent les cartes et qui permettent justement d'avoir une nouvelle part de marché. On referme la parenthèse sur la France, l'historique de la France, l'histoire de la France, puisque ça fait 20 ans que vous êtes dans cette société, vous avez vu grandir le bébé français. Oui, exactement. Donc l'historique, ça a été basé sur une entreprise qu'on a rachetée, que le groupe a rachetée en 1993, et qui était un des leaders sur le marché français. Et à partir de cette introduction, c'est vraiment quelque chose que Sage aime faire. Hein. Il vient dans un pays, il achète le numéro 1, le numéro 2. Et puis à partir de ça, on a commencé à racheter des concurrents, puis à se développer aussi de façon organique. Hein. Et pour vous donner une idée, sur les 10-12 dernières années, on a fait une trentaine d'acquisitions en France, justement, soit pour consolider des parts de marché, soit pour prendre de l'expertise sur des types de produits que nous n'avions pas ou des expertises que nous n'avions pas, ou se diversifier en montant sur le marché jusqu'à l'upper mid-market aujourd'hui. Et actuellement, vous êtes à quel rang sur des marches du podium en France? Numéro 1, numéro 2. Il y a Cegid aussi qui est un grand concurrent. Il y a beaucoup de concurrents sur le marché français. En France, on est de très très loin le leader. Soit en nombre de clients, soit en chiffre d'affaires, soit en profitabilité. On a 570 000 clients aujourd'hui. Donc on peut se dire qu'en France, sur une entreprise, une PME sur deux utilise
un produit Sage. Donc c'est à peu numéro près un. ça. Ouais. Donc c'est difficile d'aller plus haut, après il faut renforcer, il faut défendre ses positions. Oui, on peut toujours aller plus haut. Il y a effectivement, d'abord il y a la moitié des entreprises qui ne sont pas nos clients, donc ça fait beaucoup. Hein, je préfère retourner ça. Donc il y a une entreprise sur deux qui n'est pas cliente de Sage. On a un portefeuille de produits qui est très très large. Et quand on regarde le niveau d'utilisation des produits par nos clients cette fois-ci, on voit qu'il y a un potentiel qui est énorme d'équipement de ces clients. Donc des challenges, il y en a beaucoup. Bon, on va en parler. Pascal Oignon, on est dans votre bureau, donc ici au siège de Sage en France. On va parler de votre business, vos métiers. Hein, donc c'est d'accompagner les PME, vous l'avez rappelé. Concrètement, comment est-ce que vous les accompagnez? Alors, concrètement, en fait, on fournit des logiciels de gestion à ces PME. Donc, qu'est-ce que c'est que des logiciels de gestion? Ça leur permet de faire leur comptabilité, leur paye, leur facturation, tenir leur stock, fabriquer leurs produits et puis les commercialiser. Donc, gérer tout ce qui est relation avec le client. C'est ce que fait SAP pour les grandes sociétés, par exemple? Oui, on peut faire une réduction de ce type-là. Effectivement, c'est de faire en sorte de libérer nos clients de leurs contraintes opérationnelles, en tout cas de faire en sorte qu'ils aient une vraie capacité à se développer. Et on est vraiment sur ce schéma-là, qui est de vraiment les écouter, comprendre leurs besoins, là où on pense qu'elles ont des contraintes opérationnelles. Et puis, à un autre endroit, comment on peut les aider à se développer, à mieux comprendre leur business et à leur donner des informations, ou en tout cas que nos logiciels leur permettent de leur fournir des informations qui permettent de prendre des bonnes décisions. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un travail d'adaptation pour chaque entreprise ou j'achète une boîte et je la mets sur mon ordinateur et ça fonctionne? Alors, ça dépend complètement de la nature de l'entreprise. Si vous êtes une petite entreprise, vous avez tendance à prendre l'expertise qu'il y a dans le logiciel et vous êtes très content de trouver cette expertise. Et plus vous montez, plus vous êtes conscient de l'expertise que vous avez dans votre propre entreprise et vous voulez reproduire une partie de cette expertise à l'intérieur de votre système d'information. Et donc plus on monte, plus les produits doivent pouvoir s'adapter à la façon de fonctionner des clients. Et donc il n'y a pas une seule réponse. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Exactement. Et donc vous avez des consultants qui vont sur le terrain, qui accompagnent aussi les entreprises? Alors, la plupart de nos produits sont vendus par des intégrateurs ou par des distributeurs, ce qu'on appelle des VAR dans notre métier. Et puis sur le haut du marché ou sur des produits très spécialisés, nous avons aussi nos propres consultants. En France, on a à peu près 400 consultants qui vont traiter justement ces gros clients ou ces déploiements internationaux. Comment ça marche en fait? C'est une facturation de type logiciel, j'achète une boîte et voilà, je vous paye et c'est à moi? Ou est-ce qu'il y a des abonnements? Comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Alors, il y a tous les modèles? Il y a tous les modèles, effectivement. Je pense qu'il faut vraiment comprendre le besoin de l'entreprise et pouvoir s'adapter. C'est vrai que plus l'entreprise est petite, plus elle dit « moi j'achète le logiciel, ça coûte 200 €, 300 €, 500 €, je l'achète, et puis c'est bon, je vais l'utiliser ». On voit bien que plus l'entreprise est grande, plus le coût, l'investissement initial est important et plus elle a besoin d'accompagnement. Et donc de plus en plus, on va sur le paiement à l'usage. Et pratiquement depuis à peu près une dizaine d'années, la plupart de nos logiciels sont vendus à l'usage. C'est-à-dire que vous payez un abonnement par an. Il n'y a pratiquement plus d'investissement initial. Ce qu'on appelle l'ASP? Alors, l'ASP, il y a une problématique technique à l'intérieur, c'est de l'hébergement. Là, c'est le business model de l'ASP, effectivement. C'est-à-dire que c'est la façon d'acheter ou de payer ce service, mais le client a toujours le logiciel sur son ordinateur. D'accord, en local. En local, mais c'est exactement la même façon que de payer un logiciel au travers de SaaS ou de soit SP. un one-shot, j'achète la boîte, soit un modèle de paiement à l'usage, soit des forfaits, des abonnements? Alors on a des forfaits, effectivement. Nos produits ont besoin de contrats de maintenance. C'est souvent pour supporter l'utilisation. On reçoit à peu près 10 000 appels jour de nos clients, donc vous imaginez bien, on a énormément de personnes au téléphone, plus tout ce que notre réseau de distribution prend en appel téléphonique. Donc, nos clients, la plupart du temps, ont des contrats, et ces contrats, c'est des contrats de support. Ce n'est pas des contrats très techniques. Le client nous appelle pour comment je gère tel changement de TVA, comment je mets en place la réduction des bas salaires dans ma paye. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement à l'utilisation, voire des fois de la vulgarisation de changements légaux qui peuvent arriver. Le client moyen, est-ce qu'il existe? Il y a un client, il fait
50 personnes, 100 personnes, combien il achète de produits Sage? C'est très compliqué comme question parce qu'on est sur plusieurs segments de marché. On est organisé par division et chaque division en fait vise un segment de marché. Donc on a trois segments de marché. Pour les petites entreprises, on va dire moins de 20 personnes. Pour les entreprises de 10 à 200 personnes et tout ce qui est au-dessus de 200. Jusqu'à 10 000. On va pas au-dessus. On va pas au-dessus. En dessous de 20 personnes, vous l'avez dit, c'est plutôt la boîte à 200, 300, exactement, 500 €. Exactement. Et après, il y a la PME. Alors, certaines veulent acheter un produit pas très cher parce qu'elles ont des besoins relativement simples. D'autres ont des besoins plus complexes, elles ont besoin d'accompagnement. Donc les prix peuvent varier de 1 à 10. Donc ça dépend pas tellement de la taille, ça dépend plus du secteur d'activité? Ça dépend de la complexité, effectivement, de gestion. Vous voyez bien qu'une société de service, elle n'a pas de stock, elle n'a pas de problématique d'assemblage, de sous-traitance pour les fabriquer. Donc ça ne va pas être le même type de produit. D'accord. Et donc vous adressez tous les secteurs ou il y a encore des trous dans la raquette? Est-ce qu'il y a des secteurs que vous ne traitez pas? Alors, on a, en taille d'entreprise, on va jusqu'à 5-10 000 employés. Donc, au-dessus, on ne va pas, sauf sur des produits, ce qu'on appelle des produits best of breed, c'est-à-dire ce sont des produits très spécialisés. La trésorerie, la consolidation, des produits vraiment faits pour un besoin particulier dans l'entreprise. Et après, on a une approche aussi verticale, dont je n'ai pas parlé, parce que là, c'est une approche horizontale. Donc, on fait de la facturation, de la comptabilité, de la paie, etc. Mais on est sur certains marchés et on fait des logiciels spécifiques pour ces marchés. Le transport, la distribution automobile, l'agroalimentaire, dans le secteur public, par exemple. Et là, on est beaucoup plus en osmose avec le client, parce qu'on est très proche de lui. On fait vraiment des produits pour lui et pour son marché. Bon, voilà comment est-ce que vous gagnez de l'argent. Exactement. Pascal Houillon, on se retrouve là pour cette troisième partie. Parler un peu de stratégie, d'évolution finalement de votre activité. Comment est-ce que vous voyez l'avenir, disons à moyen terme, 3 à 5 ans? 3 à 5 ans, c'est un peu loin dans l'informatique, mais on va dire 3 ans. On ne sait pas ce qui va arriver. 3 ans. Il y a des tendances quand même il y a des tendances de fond, effectivement, qui sont, on l'a dit tout à l'heure, le client veut payer pour ce qu'il utilise. C'est-à-dire c'est un grand changement, mais c'est aussi parce qu'ils sont devenus, on est rentré sur un marché qui est plus mature, où chacun aujourd'hui sait ce que c'est que l'informatique, ce que c'est qu'un logiciel, il l'utilise d'ailleurs chez lui, des fois de façon beaucoup plus avancée que dans son propre entreprise. Et donc le client en permanence veut dire je paye, je veux savoir pourquoi je paye. Et donc c'est comme si vous vouliez acheter une voiture téléphonique en fait. Exactement, donc on est rentré dans la consommation, quand j'appuie sur le bouton, je veux voir la lumière s'allumer. Et donc dans l'informatique, même si c'est assez réducteur, dans l'informatique il y a un vrai trend de fond qui est que le client veut faire une relation directe entre ce qu'il paye et ce qu'il utilise. Et donc ça va nous pousser à structurer différemment nos produits, à les diffuser de façon différente et à faire des offres financières, cette fois-ci, qui sont légèrement différentes. On parle beaucoup du cloud computing, c'est-à-dire le fait d'externaliser, au lieu d'avoir le logiciel sur sa machine dans son entreprise, voilà, ce sont des serveurs extérieurs et finalement ça correspond à cet usage, je me connecte quand j'en ai besoin. Ça, c'est une tendance de fond aussi? Alors, dans le cloud computing, pour ça c'est appelé l'ASP, le SaaS, le cloud computing. Je pense qu'il y a deux phénomènes. Il y a un premier phénomène qui est effectivement cet usage, comment j'utilise, comment je consomme. Et il y a un deuxième phénomène qui est l'infrastructure, donc où j'héberge, qui sont pour nous deux approches, deux sujets différents. Et qui peuvent se rejoindre Qui peuvent se rejoindre complètement. Donc on fait à peu près 3% de notre chiffre d'affaires en cloud computing ou en SaaS. D'accord. Donc c'est très peu en fait. C'est très peu, mais aujourd'hui c'est un chiffre... Alors que tout le monde se dit que c'est une tendance de fond. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de clients. D'accord. Donc Gartner ou IDC vous disent qu'effectivement, on va aller vers ces domaines-là. Et alors vous, qu'est-ce que vous dites à 3 ans À 3 ans, il n'y aura pas de révolution. Non. Mais il n'y a jamais de 10% il n'y a jamais, même pas. Même pas. 5-6%. Parce que même si c'est des grosses croissances, on part de très très bas. Donc vous dites c'est pas la révolution, c'est pas la vague énorme. C'est une vraie évolution et on croit beaucoup. On y va doucement. Et on y va parce qu'on part d'un tout petit chiffre d'affaires au départ et les entreprises ne vont pas tout bousculer pour aller mettre un système qui est très différent et qui serait complexe à gérer pour elles. Ouais. Donc elles vont le faire step by step. Ouais. Par exemple, il y a un phénomène aujourd'hui qui est le changement IBIX-CEPA, donc le changement de la façon dont on échange avec sa banque. Il y a un certain nombre d'entreprises qui disent, quitte à changer de logiciel de trésorerie et de cash management, est-ce que je ne vais pas
prendre un produit que je vais héberger, donc en cloud computing. Et on voit sur ces phénomènes, par exemple, qu'il y a un phénomène qui existe et qui est très très fort sur les 2 ans qui viennent, parce que là, la réglementation va changer dans 1 an et demi. On a à peu près un tiers, même un petit tiers des clients qui disent oui, je veux aller sur le SaaS, et 2 autres tiers qui disent non, 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 moi je veux rester avec mon applicatif. Donc pour l'instant, une majeure partie continuera à héberger chez soi. Bien sûr. Même quand ils ont la possibilité, nos logiciels permettent de le faire, d'aller héberger dans les fermes d'hébergement. C'est un peu français aussi. On voit dans le monde anglo-saxon chez soi ou de bien se dire j'ai mes data, j'ai mes informations chez moi, j'ai mon logiciel chez moi. Côté paysan où on met les billets sous le matelas. Exact. Les informations étant un actif. Le dynamisme est légèrement plus fort aux États-Unis ou en Angleterre. Les autres tendances, alors, comment est-ce que quand on est président de Sedge en France, on prépare l'avenir? Alors, les autres tendances, il y a des tendances qui sont des tendances très opérationnelles. On parlait de changement de IBIC-CEPA. Il y a une évolution légale qui arrive, environnementale. C'est-à-dire que le client, il doit tout racheter ou c'est des évolutions, des updates Ça dépend de ses contrats. S'il est sous contrat, la plupart du temps, il ne rachète rien. Et s'il n'a pas de contrat ou vraiment le premier niveau de contrat, il doit acheter une mise à jour et un update. Alors, des fois, c'est très facile. Vous le téléchargez et vous ne le voyez pas. Si vous êtes une entreprise plus grosse, par exemple avec plusieurs banques, plusieurs filiales, etc., c'est un peu plus compliqué et c'est surtout très sensible. Donc il y a ce genre de phénomènes qui vont vraiment pousser notre croissance. Après, il y a les phénomènes de fond, indépendamment de ces business models, ces changements de consommation, qui est que les managers dans l'entreprise et la direction de l'entreprise veulent utiliser l'informatique comme étant une aide à la décision. Et c'est très très fort, c'est-à-dire qu'elles ont bien compris que ça y est, elles pouvaient gérer tout ce qui était réglementaire, elles pouvaient gérer les process internes, maintenant elles disent comment j'exploite toute l'information que j'ai dans mes systèmes d'information. Et là on rentre dans le monde de l'analyse des données, Alors on rentre dans le reporting effectivement, dans ce qu'on appelle la business intelligence, donc le décisionnel, et on va plus loin dans ce qu'on appelle le CPM, Corporate Performance Management, donc c'est comment j'arrive, grâce à ces données que j'ai, comment j'arrive à avoir une vision de l'avenir, à pouvoir orienter mes décisions par rapport à mes données. Donc là, c'est plus des métiers comme business object, en fait? Oui, alors là, on parle de l'outil. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il ne suffit pas de donner un outil au client, il faut lui donner aussi les tableaux de bord, il faut travailler avec lui, il faut le faire réfléchir sur quels sont les indicateurs qui vont lui permettre dans son métier, sur son secteur d'industrie, de prendre les bonnes décisions. Et éventuellement le comparer avec la concurrence, c'est-à-dire qu'on est dans du temps réel, on a Exactement. Donc on fournit, et c'est un troisième phénomène, c'est ce qu'on appelle les Connected Services, donc de fournir du service au travers de nos logiciels, et typiquement aller comparer ces agrégats de gestion avec le reste du secteur, ou avec de façon générale avec la France, c'est quelque chose qui est pratiquement impossible aujourd'hui, et grâce à des services connectés, on peut aujourd'hui comparer. Donc connecter le logiciel du client et ses données avec nos bases de données qu'on a sur des serveurs et lui dire voilà comment vous positionnez. Et ça, on croit beaucoup à ces services connectés. Et ça veut dire aussi que vous avez un gisement de valeur là, justement en exploitant les données du marché ou d'un secteur. Exactement. Alors il faut qu'on fasse attention parce que ce ne sont pas nos données, donc on le fait toujours de façon anonyme. Et d'ailleurs, on ne va jamais piocher chez nos clients. Généralement, on achète ces données. Et on a par exemple un partenariat avec Infogreffe. Et donc, quand nos clients, par exemple, souhaitent faire du référencement commercial ou savoir quel est un niveau de crédit autorisé d'un client, ils veulent avoir des informations dessus. Ils ont l'impression que tout ça est sur sa machine, sur son logiciel. En fait, ce n'est pas vrai. C'est connecté directement à nos serveurs. Nos serveurs vont aller prendre l'information chez Infogreffe et on va lui dire voilà le crédit autorisé, voilà l'encours, voilà les informations que l'on a sur votre client ou le fournisseur avec lequel vous voulez travailler. Donc en fait, vous dites j'ai du pain sur la planche. Il y a énormément de services. On peut se dire que le logiciel aujourd'hui, c'est comme un peu les sites internet d'hier. Avant les sites internet, c'était un tout et on voit bien que ce qui est important, c'est le contenu et pas la boîte. Bien sûr. Et donc on voit que le logiciel, c'est une vraie porte d'entrée. D'accord. Et vers des métiers de contenu davantage, exploiter ce contenu, le mettre en forme. Donner du service. Et les clients nous paieront parce qu'on leur donne du service en permanence. Donc ça peut être effectivement du renseignement financier, ça peut être des télédéclarations, du social, du fiscal, déclarer sa TVA, ses charges sociales, ça peut être des relations avec les banques, améliorer la relation avec les banques, avec les experts comptables, donc avec tout son écosystème. Il y a la dématérialisation des factures. Donc on a
énormément de travail pour faire rentrer ces PME dans l'univers numérique et la dématérialisation. C'est ça votre métier finalement, faire passer les PME dans le monde numérique. C'est de vulgariser la technologie lorsqu'elle a un niveau de maturité suffisant pour que les PME puissent l'appréhender. C'est notre métier. Bon. Merci Pascal Houillon. On se retrouve tout de suite pour parler de votre quotidien. D'accord. Pascal Houillon, on attaque la dernière partie, quatrième et dernière partie de cet entretien. On va parler plus de votre quotidien en tant que président de Sedge France. Travailler avec des Anglais, tout d'abord, des Britanniques, c'est simple, facile, évident ou compliqué? On sait que bon, la France et l'Angleterre, parfois, ont de vieux contentieux. Je vais vous surprendre, c'est relativement simple. Ouais. Je pense que la structure aujourd'hui de notre organisation, on a une fédération de sociétés, on fait le même métier, donc quand on parle à des Anglais, comme vous dites, on parle de la même façon à des Allemands ou à des Américains, on parle en tant qu'industriel. Ouais. Et donc c'est une chance inouïe qu'on a eue, c'est qu'on est tombé sur des industriels. C'est des industriels qui sont venus investir en France. Et donc la relation est très très facile. Ils vous laissent une grande marge de manœuvre ou est-ce qu'ils sont plutôt à imposer des directives très claires, très précises? Il y a des directives qui sont liées à la bourse. Il y a une réglementation du fait qu'on soit coté au FTSE 600. Il y a un certain nombre de règles. Mais au niveau business, ça c'est au niveau de transparence et de communication financière, mais au niveau business? Au niveau business, on développe tous nos produits en France. C'est-à-dire qu'on analyse le marché français. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes que le marché britannique ou allemand? Non, pas du tout. Il y a juste une exception, c'est Sedge ERP X3 qui est un ERP qu'on développe en France et qu'on vend au niveau mondial, puisque c'est l'ERP que le groupe a défini comme étant l'offre mondiale. Vous êtes responsable donc du produit, de la commercialisation, comme si c'était du support, mais c'est une société autonome. Oui. C'est une société complètement autonome, tout à fait. Et la vraie puissance de Sedge, c'est justement ces liens qui sont créés entre professionnels pour échanger les meilleures pratiques. Donc une partie de mon temps, c'est effectivement d'aller dans d'autres pays pour comprendre ce qu'ils font bien et de voir est-ce que je ne pourrais pas l'adapter en France pour comprendre les usages plus avancés qu'il peut y avoir dans d'autres pays plutôt que la France, et de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, si ça a marché, pourquoi ça a marché, parce que ce n'est pas parce que ça a marché dans un pays que ça va remarcher dans un autre, de voir où était la vraie innovation et comment je peux la retransplanter en France. J'imagine que tout ça se fait en anglais, les relations de travail, c'est un groupe mondial. Alors bien sûr, lorsqu'on parle avec d'autres filiales, tout se passe en anglais. Ouais. Ça, mais bon, c'est devenu... Ça va de soi. Ça va de soi aujourd'hui, c'est vrai que... Mais pour tous vos collaborateurs, ça va de soi aussi, c'est simple ou ça pose encore des difficultés aujourd'hui? D'abord, on a changé nos critères de recrutement. Entre avant l'acquisition et après l'acquisition. Maintenant, ça fait quand même 17 ans qu'on est dans le groupe, donc c'est un critère de recrutement assez fort. Et pour ceux qui étaient déjà là, ils ont suivi tout un cursus et des formations. Un mot sur votre parcours personnel. Vous avez commencé comme commercial dans ce groupe jusqu'à devenir président. Quelques dizaines de personnes, plusieurs, presque milliers, 2000. Moi, j'imagine que c'est une évolution, un parcours personnel très intéressant. Vous avez changé. Comment est-ce qu'on évolue avec cette société? Est-ce que c'est vous qui changez et est-ce que c'est la société qui vous change? J'imagine que c'est un peu les deux, mais qu'est-ce qui a changé chez vous en fait? Je pense qu'il faut avoir une grande humilité et surtout ne jamais être satisfait de ce qu'on a fait. C'est une règle de base. Donc, avoir ce petit côté paranoïaque qui dit « je suis sûr que j'aurais pu faire mieux ». Et donc, en permanence, d'améliorer et de remettre en question ce que l'on a fait, ce qui permet d'avancer, de bien choisir les cadres avec lesquels on travaille. Ça, c'est vraiment la clé, de les accompagner, de les aimer, de les supporter au sens anglais du terme, donc de les aider à se développer et eux-mêmes à s'améliorer, et reproduire l'autonomie que l'on a. C'est-à-dire que je pense vraiment que plus l'autonomie est forte dans une entreprise, plus les problèmes se règlent facilement. Il y a une deuxième chose aussi, c'est que c'est pas la même entreprise. C'est-à-dire tous les 2-3 ans, il y a eu des vrais sauts, des vraies ruptures qui font que l'entreprise a beaucoup changé. Donc même si ça fait longtemps, il faut suivre ces sauts. Tout le temps. Donc il faut avoir une ouverture d'esprit relativement forte et surtout qu'on le fait en capitalisant sur l'expertise que nous avons. C'est-à-dire on a un taux de turnover d'effectifs qui est extrêmement faible, qui est de l'ordre de 3%. Donc par rapport à la profession, c'est extrêmement faible. Ce qui permet de capitaliser sur les compétences et de toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Donc c'est une vraie culture du leadership qui est très focalisée sur le client.
pas sur autre chose, c'est le client. Ça, c'est anglo-saxon. Que veut le client? C'est très anglo-saxon. C'est pas le produit, on est les meilleurs, il faut nous acheter. Ça, c'est un peu la version française. Et j'ai racheté beaucoup d'entreprises et c'est souvent ça, c'est l'entreprise française, c'est je suis fier de mon produit que les développeurs ont développé et j'embauche des commerciaux pour les vendre. Et l'approche, elle est différente, c'est le marketing et le client. Donc, à la limite, on peut dire, oui, mais on va arriver à la même chose à la fin. C'est pas vrai. La façon dont on va adresser le marché est complètement différente. Et c'est pas un hasard si un commercial est à la tête de cette entreprise, un ancien commercial finalement. Je suis devenu commercial, mais j'étais analyste programme dans une assurance auparavant, dans une société d'assurance. Donc, un hybride qui a réussi à synthétiser tout ça. Donc le client au centre du jeu. Tout le temps. Votre journée type, c'est quoi alors? C'est voir des clients? C'est voir des clients, c'est surtout être avec les collaborateurs de Sage. D'abord, je gère plusieurs pays, je ne gère pas que la France. Et c'est d'être beaucoup avec les collaborateurs, rappeler en permanence pourquoi le client est important. Vous parliez de leadership, c'est-à-dire qu'il faut incarner ce leadership. Il faut le vivre et il faut le représenter. Et on a une phrase chez Sage qui est que le leader doit inspirer l'expérience client. C'est-à-dire, on a vraiment fait la différence entre les compétences réelles des personnes et leur attitude. C'est deux choses différentes. Et je pense que ça a été, on a introduit ça il y a 6 ans, 7 ans dans l'entreprise en disant, c'est bien, vous avez des compétences métiers, maintenant comment vous les exploitez au quotidien, dans votre relation avec le client, dans votre relation avec les partenaires de Sage, dans votre relation avec vos collègues. Et donc je dois expliquer ça en permanence, donc je fais beaucoup de réunions, je passe aussi beaucoup de temps avec les collaborateurs, je fais beaucoup de petits déjeuners, je les vois beaucoup sur leur lieu de travail. Beaucoup de management donc. Beaucoup. C'est clé ça, les RH dans des métiers comme ça. Je suis très proche effectivement de ma directrice des ressources humaines. C'est essentiel, redonner du sens en permanence à l'action des collaborateurs. Pourquoi ils sont en train de faire ça? Pourquoi ils doivent se mettre au service du client? Qui n'est pas quelque chose qui est très français, vous l'avez dit tout à l'heure, mais pourquoi c'est essentiel d'écouter les clients? Vous avez quel âge? J'ai 48 ans. 48 ans. À titre personnel, vous, qu'est-ce qui vous plaît dans ces fonctions et comment est-ce que vous projetez? D'abord, c'est de travailler avec des gens qui sont très intelligents. C'est honnêtement et d'être challengé en permanence. C'est plus l'entreprise grossit, plus vous travaillez avec des gens qui sont intelligents et puis plus ils vous poussent dans vos retranchements. Ça vous demande de prendre de la hauteur tout en ayant une vraie utilité. Donc c'est une alchimie qui est compliquée. Et donc vous voyez poursuivre ça encore 20 ans à la tête de Sage? Si je suis rentré il y a 20 ans dans cette petite société dans laquelle il y avait, à l'époque quand je suis arrivé, une 50aine de personnes, c'est que surtout je ne voulais pas qu'on me prédise mon avenir. Je travaillais dans une banque, la banque m'a dit voilà ce que tu seras dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Le lendemain, il avait ma démission. Donc c'est quelque chose que je visualise et je me force à ne pas visualiser. Puisque le marché est là, on est sur un marché porteur et je pense que c'est à nous de dessiner notre futur. Ça ne sert à rien d'avoir des étapes. C'est à nous de le dessiner en fonction du marché, en fonction de nos actionnaires, de nos collaborateurs et de nos clients. Merci Pascal Houillon de nous avoir reçus dans votre bureau. Je rappelle que vous êtes le président, vous présidez donc Sage en France, la filiale du groupe international et britannique. Merci. Merci.